Bonjour tout le monde, eh bien c'est l'heure du débriefing du chemin de Stevenson. Ça faisait des mois qu'on en parlait de ce fameux chemin avec Frédéric. Au départ on voulait le faire au mois d'avril, mais vu la météo pourrie qu'il y avait là-bas au mois d'avril, je vais revenir sur chaque étape en essayant d'être bref et concis, ce qui n'est pas ma spécialité. Je suis plutôt long et brouillon, mais là je vais essayer de faire un effort. Alors ce premier jour débutait mal puisque je me suis loupé. J'ai eu juste le temps de sauter dans le pantalon, de prendre le sac, le charger dans l'auto. J'ai pas eu le temps de déjeuner, je sais même plus si je me suis débarbouillé parce que lorsque je me suis levé, 10 minutes après, Fred arrivait. Et on est parti sur Vesoul prendre le bus pour Besançon afin de prendre notre train pour Lyon. Donc ça commençait sur les chapeaux de roue le matin. C'était speed. Et à Saint-Étienne, manque de peau, train annulé. Train annulé, donc nous avons pris un bus pour rejoindre Le Puy-en-Velay, 2h20 de bus, je crois, au lieu d'une heure de train. Mais enfin, on arrivait quand même. Et on a commencé à marcher avec Fred vers 2h, 14h15, je crois. Dans cette première étape, nous n'avons rencontré personne, aucun marcheur. Nous étions que les deux Fred sur le chemin et moi, ça me convenait plutôt bien. Nous avons marché sous un temps mitigé pour terminer vraiment sous une grosse pluie, mais heureusement, nous avons fait connaissance d'un monsieur qui ramassait les champignons et qui gracieusement nous a offert la maison de sa maman qui était décédée 5 ans auparavant. Mais cette maison qui était restée vraiment dans son jus. Pour notre deuxième étape, nous avons commencé à rencontrer nos deux premiers marcheurs 1 heure après être partis de la ferme. Les deux premiers, mais pas les deux derniers malheureusement, puisque quelques kilomètres plus loin, sur une grande piste, on avait l'impression qu'ils avaient lâché des bus de marcheurs. Et en fait, tous ces gens partaient du Monastier sur Gazeille, puisque c'est l'étape officielle. Et nous étant en bivouac, en autonomie, on a doublé tout le monde au fil du temps pour finalement faire un chemin dans sa totalité, globalement sans beaucoup de... bien sûr avec du monde, mais pas comme lors de cette deuxième étape, quoi. L'avantage de l'autonomie, du bivouac, c'est qu'on est beaucoup plus libre. Si vous arrivez à votre étape, vous avez réservé un gîte au bout de 25 km et que vous êtes encore en forme et qu'il est 14h30, comme on a pu voir un monsieur à 14h30 qui avait terminé son étape mais qui pouvait encore marcher, mais malheureusement il avait réservé son gîte et il devait attendre, voilà, attendre jusqu'au soir. Donc ce qui fait notre force lorsqu'on est en bivouac, c'est ça. C'est qu'on peut continuer de marcher, s'arrêter quand on veut, c'est la liberté totale. J'avais pu lire que le mois de mai, Stevenson était surfréquenté. Eh bien oui, effectivement. Et en plus que le mois d'avril était vraiment mauvais comme tout, donc beaucoup de personnes sont parties justement en mai. Durant cette deuxième étape que nous avons fait connaissance de Guy. Guy qui marchera durant 8 jours avec nous. Et je pense qu'il était heureux de nous rencontrer quand même, parce que Guy était aussi en bivouac sous un tarp. Donc un tarp, pour ceux qui ne connaissent pas le tarp, c'est juste comme une toile de tente, mais ouverte de chaque côté. Enfin, il y a plusieurs façons de monter son tarp, mais c'est quand même beaucoup plus rudimentaire qu'une tente, avec beaucoup moins de confort. Et Guy était content finalement de faire ce chemin avec nous. Je pense qu'il était rassuré. Et voilà, il nous a suivis avec plaisir et nous l'avons accueilli également avec plaisir. Troisième étape, j'ai ressenti le besoin de me retrouver un petit peu seul. Et lors d'une grande montée, j'ai vraiment forcé. Je suis arrivé au-dessus bien entamé. Et je me suis posé un petit peu, j'avais beaucoup d'avance sur mes deux collègues, mais j'ai ressenti ce besoin de solitude et de pouvoir me retrouver et regarder les paysages tranquillement. Et je pense que c'est essentiel pour moi c'est essentiel, je l'ai dit lors de cette troisième vidéo, j'ai besoin de ces moments de solitude, tout simplement.
4e étape, nous rencontrons notre première ânesse qui s'appelait Octane. Le chemin de Stevenson, à la base, c'est ça, c'est marcher avec son âne. Donc première ânesse, le 4e jour. On a marché sous le soleil toute la journée. Cette 4e étape, je me souviens de la descente sur Luc. On est passé au château de Luc. Une descente assez compliquée, encore avec des cailloux, quoi. Mais bon, ça se fait, mais c'est pénible. C'est vraiment ces cailloux, je les déteste, quoi. Mais c'était très beau avec de jolis points de vue. À Luc, j'ai essayé d'aller recharger le téléphone dans l'église. L'église était ouverte. J'ai branché les portables, mais malheureusement, on n'a pas pu brancher les portables parce que l'église, ils ont tout simplement coupé le courant. Alors je suis allé demander à une dame. Je me souviens que cette dame, elle a rechargé nos portables, mais ça lui plaisait pas. Je lui ai même dit, écoutez, c'est pas une obligation, si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Bon, cette dame nous a rechargé nos portables, mais elle ne me laissera pas un grand souvenir. Lors de cette 4e étape, nous sommes passés de la Lozère à l'Ardèche. Le soir, nous avons trouvé un super beau bivouac. Et je me souviens que ce soir-là, j'ai poussé un petit coup de gueule. Et oui, donc il y avait des grosses commissions un petit peu partout, quoi. Les gens sont un petit peu crado. Je ne dis pas que c'est des marcheurs, mais voilà, quoi, c'est toujours pénible de voir ça, quoi. Terrible. 5e étape, je suis très en colère. Oh là là, j'étais fou ce jour-là. Pourquoi? J'ai branché nos appareils, le portable de Guy, de Fred et le mien. Et on s'est fait prendre pour Fred son chargeur de téléphone et moi le câble. Voilà, j'avais un câble noir, je me suis retrouvé un câble blanc et quand je l'ai pris, j'ai pas fait attention. Et en plus, la serveuse, je lui dis, mais ça charge pas. Elle me dit, oh, ça provient peut-être de votre câble, il faudrait peut-être changer votre câble. Et moi, j'ai pas percuté avec la fatigue et tout. J'ai pas vu que j'avais un câble blanc en place d'un noir. Pour recharger nos téléphones, c'est compliqué, quoi. J'avais bien aussi mes batteries externes, mais j'avais plus de câble pour brancher. Donc, on a compté sur Guy durant tout le reste de notre périple pour pouvoir brancher nos téléphones et nos batteries externes. Et acheter un câble téléphone en Lozère, c'est un petit peu compliqué quand même, ou en Ardèche. Je crois que cette étape 5, c'est celle où on en a le plus bavé, tous les trois, Guy, Fred et moi. Il me semble, on a fait 35 km, 1000 mètres de dénivelé au moins, je dis au moins. Ça faisait que descendre et monter, c'était horrible, on était tués. On est resté enfermé 3 heures en forêt. Et puis l'objectif pour nous, c'était de trouver un appentis, quelque chose, un petit abri pour ne pas monter les pentes, tellement on était fatigués. Et on a réussi à trouver dans le village, dans le hameau, les Alpiers, ça s'appelait, il me semble. On a trouvé un petit appentis. Donc on s'est mis dessous, on avait la fontaine pas loin pour se laver et tout, c'était top. On a commencé à défaire nos sacs et puis j'ai vu une dame dans son jardin qui arrosait, je ne sais plus quoi, bref, son jardin. Et je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous recharger nos téléphones? Voilà, je lui explique. Elle me dit, oui, pas de problème, mais vous partez quand? Je lui dis demain matin, parce que moi je vais partir à un festival plus bas, là, et donc c'est compliqué. Alors elle me dit après, écoutez, je vais vous faire confiance. Je dois avoir une bonne tête finalement. Je vais vous faire confiance et je vais vous laisser la maison. Là, c'était sa maison. Enfin, sa maison, c'est une de ses maisons, puisqu'elle n'habitait pas dans cette maison. J'étais heureux, mais comme des fous, quoi, comme ça nous a offert je sais pas quoi ce jour-là. La 6e étape, c'était le gros morceau du chemin, puisqu'on franchissait le mont Lozère à 1699 mètres. Cette étape du mont Lozère, elle nous emmène jusqu'à Pont-de-Montvert. C'est une très très belle étape. La deuxième partie est beaucoup plus jolie que la première. Toute la descente sur Pont-de-Montvert, c'est vraiment superbe avec ses genêts, des paysages ouverts, très très jolis, fabuleux. Dans la descente de Pont-de-Montvert, j'ai vu passer devant moi Éloi que nous avions rencontré
lors de la première étape, brièvement vers la gare. Et Éloi était dans une fâcheuse posture, effectivement, puisqu'il avait des ampoules plein les pieds, les 2 pieds. Nous avons planté les tentes au camping de Pont-de-Montvert et ensuite, nous sommes allés au restaurant. On a très très bien mangé. Pour 13,50 €, franchement, on a bien mangé. Au démarrage de cette 7e étape, on passe devant une déchetterie, enfin une ressourcerie à ciel ouvert. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu crado, c'est dommage parce que ce village est très très beau. Et en plus, elle est face à un restaurant. Je trouve pas ça, top. Ça monte pas mal pour aller jusqu'au signal du Bougès ou du Bouget lors de cette 7e étape. Mais par contre, c'est très joli aussi. Ensuite, la descente sur Florac, sur une grande piste longue et laborieuse, était un petit peu pénible. On n'en voit pas la fin. Arrivé vers Bedouès, là par contre, je sais pas si c'est le Tarnon ou le Tarn, je sais plus quelle rivière c'est. Là, c'est très très sauvage et c'est très très beau. Alors oui, au signal du Bougès, on avait vu nos premiers vautours, c'était au Mont-Lozère. Et au signal du Bougès, on a encore vu 2 vautours passer, là, planer vers nous, c'était impressionnant. C'est quand même un animal qui a quand même une grosse envergure, hein, de 2 à 3 mètres d'envergure, ce vautour fauve. Ça pèse de 6 à 10 kilos. C'est quand même un animal impressionnant. Alors arrivé sur Florac, on a décidé de bloquer une journée, de ne pas marcher puisqu'ils annonçaient un temps pourri toute la journée. On en a profité au camping pour faire nos lessives, sécher voilà, nos affaires, se reposer, faire des courses. Et on a bien fait parce que le lendemain, c'était le déluge total. On n'a même pas pu aller à Florac tellement il pleuvait pour aller boire une bière quoi, et visiter un petit peu le village. En fait, il n'y a pas grand chose à visiter parce que Florac c'est très petit et puis c'est pas vraiment très joli quoi. C'est pas ces petits hameaux, ces petits villages typiques qu'on a pu voir les étapes précédentes. Pour l'étape 8, on est parti sous la pluie et au bout de quelques minutes, on a été obligé de s'arrêter pour mettre les sursacs parce que ça commençait à bien pleuvoir. Et puis ça s'est arrêté au bout de quelques temps. Globalement, on a eu quand même pas mal de soleil, même si à la fin on a pris des orages et ça drachait, vraiment ça tombait bien quoi. Ce qui me marque durant cette étape 8, c'est on emprunte une voie d'un ancien taco, je pense, et on longe toute une rivière en contrebas qui s'appelle la Miment, qui est très sauvage. Oh, c'était magnifique. Et on est arrivé enfin à notre lieu d'hébergement dans un petit village atypique. Atypique le village, typique le village et atypique l'endroit où on a dormi. C'était un petit peu particulier, on s'est marré le soir-là, on a mangé végétarien, mais c'était très très bon. Et bref, ça on va garder un petit peu pour nous, comme dit Guy, ce qui se passe sur Stevenson, reste sur Stevenson, mais on s'est quand même bien marré ce jour-là. Peu après le village, on voit sur le bord du chemin des tas de produits mis à disposition pour les marcheurs, avec les prix sur les produits, bien sûr, mais personne n'est là pour encaisser. Donc tout est basé sur la confiance. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais j'avais déjà vu ça sur le chemin de Compostelle. Et voilà, vous prenez 1 litre de jus de pomme, vous mettez l'argent dans une boîte, dans une caisse qui est ouverte. Tout le monde peut se servir, tout le monde peut... Alors je sais pas s'ils se font voler ou quoi, mais si ça perdure, je pense que les gens jouent le jeu et ne prennent pas l'argent dans la caisse, quoi. Il y a même 2 tentes qui sont montées sur une petite structure bois, sur un petit plancher bois. Voilà, vous pouvez dormir dans la tente et puis mettre l'argent qui correspond un petit peu à la nuitée sous une tente. Moi j'ai trouvé ça formidable. Et ensuite, voilà, donc on a poursuivi notre chemin, c'est assez joli. On est monté au col de Saint-Pierre. Et passé juste le col de Saint-Pierre, une bonne montée là, je me rappelle bien, une bonne grimpette aussi. Arrivé au col de Saint-Pierre, on plonge dans le Gard. Ça y est, on change de département, on arrive dans le Gard.
On a poursuivi notre chemin sous le soleil et puis enfin l'orage est arrivé et on s'est fait encore doucher. Gros orage. Gros orage également à Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, étape finale pour Guy qui nous quittera ce jour-là. Avec Fred, on a poussé plus loin encore puisque l'étape officielle c'est Saint-Jean-du-Gard, mais nous on a poussé jusqu'à Mialet. Et on a voire bien fait parce qu'il y a une bonne montée depuis Saint-Jean-du-Gard pour aller jusqu'à Mialet. Et que lorsqu'on a Mialet, on a de nouveau une bonne montée le lendemain. Donc on a vraiment bien fait de faire une plus grosse étape. Alors à Mialet avec Fred, on a dormi sous un appentis, enfin pas sous un appentis, on a dormi sous un préau d'école. On était super bien, c'était top, on n'a pas eu froid, on était à l'abri, c'est l'essentiel. 10e étape, commencer à par une grande montée. Voilà, pendant 3 heures de temps, on monte pendant 3 heures de temps. On a bien dormi là. Sur des chemins encore très caillouteux, très pénibles à marcher. Mais on est monté à la fraîche. On a fait pour cette dernière étape 20 km. Mais c'est une vraie étape, quoi. Alors depuis Saint-Jean-du-Gard, c'est vraiment une très difficile étape. Techniquement, je dirais que c'est la plus difficile pour nous, pour moi et Fred, c'est sûr. Mais ça se fait, hein, ça passe, il n'y a aucun problème. Il faut aller doucement. Il faut faire attention lorsque c'est mouillé. Pour ceux qui ont des ânes, il faut impérativement passer par la variante pour les ânes. Sinon, ça ne passe pas. Et on termine notre étape au restaurant, en face à la gare, après avoir pris nos billets de train. Voilà, le chemin Stevenson est terminé. Et pour moi, lorsque j'arrive à cette dernière étape, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Ça me fait un petit truc. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas ressenti la même chose que, par exemple, sur Compostelle, ou même sur la grande traversée du Jura, où il y a un moment j'étais ému. Alors que là non, j'étais pas ému, mais ça fait toujours. On repense aux liens qu'on a tissés pour quelques minutes avec certaines personnes le long du chemin, ou quelques heures, ou quelques jours, comme avec Guy. Et forcément, ça nous fait un petit quelque chose quand même. Alors, comment s'est passé ce chemin de Stevenson pour moi? Ben déjà, c'est la première fois que je partais sur la longue distance avec quelqu'un. Bon, je suis parti avec Fred et j'avais aucune inquiétude. On était partis ensemble déjà 2-3 jours dans les Vosges, dans le Jura, en bivouac. Et je savais que ça allait très bien se passer. J'avais aucune inquiétude là-dessus. Et puis, Guy est venu se greffer à notre binôme et puis ça s'est également très très bien passé. À ce propos, avec Guy, je sais que son épouse était quand même rassurée de savoir Guy avec nous. Parce que tout seul en bivouac, c'est pas évident. Et pour lui, notamment en tarpe, c'est encore autre chose qu'en tente. Alors Guy, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu vas vite mettre ce tarpe ailleurs et tu vas vite courir acheter une tente, une 2 places, pour avoir de la place pour mettre ton sac dedans, tes chaussures, etc. Et tu verras, ça sera beaucoup plus facile pour toi lors de tes prochaines expéditions. Ce chemin de Stevenson est très riche par la diversité de ses paysages. C'est vraiment, chaque jour, on a l'impression qu'on change de région, quoi. C'est vraiment très très varié et c'est très joli. Donc c'est un chemin qui n'est pas compliqué du tout, c'est un chemin comme le chemin de Compostelle, il n'y a rien de compliqué. Juste, je dirais, cette dernière étape, là où on passe dans des roches, où il y a des marches, etc., mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. Il faut juste faire un petit peu attention, notamment lorsque c'est mouillé, parce que ça glisse. Et moi, j'ai piqué une belle bûche, j'ai failli aussi me tordre une cheville, c'est vite fait, hein. Alors avec Guy et Fred, on a passé vraiment de bons moments. On a trouvé des bivouacs sensationnels, on a échangé. Alors on n'était pas toujours d'accord lors de nos discussions, mais voilà, c'était toujours très constructif. Et voilà, on a formé vraiment une belle équipe tous les trois. Alors, bien sûr, certaines étapes sont plus jolies que d'autres, plus faciles, plus difficiles, en fonction de l'état physique de chacun, en fonction de la météo, en fonction du dénivelé. Une fois encore, j'ai trouvé ce chemin de Stevenson fabuleux.
Comme Fred et Guy, je ne le referai pas, tout simplement parce que il y a tant d'autres chemins à découvrir, donc je ne me verrai pas refaire ce chemin de Stevenson. Comme la traversée du Jura, je l'ai faite une fois, c'est très très beau, c'est magnifique, d'ailleurs je la conseille, mais je ne la referai pas. Alors ce qui m'a plus dérangé, c'est qu'il est quand même pas mal fréquenté. Voilà. Je pense qu'il faudrait le faire peut-être en octobre ou en avril, mais en avril si les conditions sont bonnes, quoi. Cette année en avril, c'était des conditions vraiment très pourries. Initialement, on avait prévu de le faire en avril avec Fred, mais en fait, on n'aurait pas profité parce que rien n'aurait été fleuri, les genêts, on aurait eu la pluie, la neige tout le temps, ça aurait été épouvantable. Mais voilà, c'est le point un petit peu négatif entre guillemets, le monde qu'il y a sur ce chemin de Stevenson. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué sur ce chemin de Stevenson? Bien sûr, les paysages. Les paysages sont fabuleux. Mais aussi certaines personnes, comme pour cette première nuitée, là où on a dormi dans cette ferme, les deux frères, ils nous ont prêté la ferme de leur maman, la décédée, extraordinaire. Cette dame également, la 6e étape, là, qui nous a laissé sa maison aussi, on a pu se doucher, dormir dans un lit. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont marqué, comme ce jeune Éloi, en qui je me retrouvais quelque part, 25 ans plus tôt, où j'ai fait les mêmes erreurs que lui au niveau des chaussures, où j'étais parti avec des chaussures neuves. Alors forcément des ampoules plein les pieds, puisque j'avais eu 10 jours de pluie. Alors en dormant dans les fermes, dans les choses comme ça, on peut pas se sécher, c'était épouvantable. Un poids de sac terrible, où j'avais emmené des boîtes de conserve. Quand j'y pense, j'en ris, mais voilà quoi. Tu vois, Éloi, si tu me regardes, je sais que tu vas me regarder. Tu vois, les erreurs que j'ai faites, moi, elles étaient encore plus grosses que les tiennes. Je me souviens aussi de cette dame lors de la 2e étape qui était très très fatiguée déjà et qui n'en pouvait plus. Et voilà, j'ai marché un petit moment avec elle en essayant de lui remonter le moral. Et voilà, en lui disant, allez, il faut avancer encore un petit peu, vous n'êtes pas loin de votre gîte. Elle dormait en gîte. Mais elle était vraiment très fatiguée et elle avait le moral un petit peu au fond des baskets. Moi, je sais qu'elle va voir aussi cette vidéo. Et voilà, on a échangé un petit peu ensemble. Et puis, je l'ai boosté un petit peu. Et le lendemain, sur le groupe de Stevenson, du GR70, elle m'a mis un petit mot gentil pour me remercier. Alors, je voudrais lui dire que je la félicite parce qu'elle était courageuse de poursuivre malgré son état de fatigue. Elle est allée au bout d'elle-même. Et ça montre bien qu'on a des ressources insoupçonnées. Et parfois, il faut peu de choses pour redonner un petit coup de fouet. Alors, une deuxième dame aussi qui m'a marqué, c'est lors de, je sais plus quelle étape, on s'était ravitaillé en bas et on monte une grande piste, mais ça monte aussi très très longtemps pour arriver à un sommet. Et à 1 kilomètre peut-être, 1,5 kilomètre du sommet, je vois cette dame qui était en souffrance, qui n'en pouvait plus. Elle s'était mise au bord du chemin avec son sac. Pourtant, elle avait un sac à 6 kilos, mais voilà, j'ai discuté avec elle. Elle venait d'Irlande et elle faisait ce chemin toute seule. Elle était très très fatiguée. Il faisait très très chaud. Et je lui ai demandé si elle voulait que je lui prenne son sac pour monter son sac au sommet pour la soulager et qu'elle est plus facile à monter. Et je me souviens encore de son visage qui s'est éclairé. Et elle m'a dit, mais c'est pas vrai, vous allez faire ça pour moi? Mais je lui ai dit, oui, donnez-moi votre sac. Moi, j'étais en pleine forme, ça allait. Donc, j'ai mis son sac devant moi et je l'ai monté jusqu'au sommet. En partant, elle me dit, ne prenez pas mon sac, hein, j'ai tout mon argent dedans. Mais je lui ai dit, non, ne vous inquiétez pas. Et je l'ai attendue au sommet, elle m'a remercié, elle était très très contente. Lorsque je lui ai dit que j'allais prendre son sac, c'est comme si elle avait gagné au loto, quoi. J'aime faire ce chemin aussi dans cet esprit-là, dans l'esprit d'entraide, pas marcher pour marcher, mais ce qui est important, c'est ça, quoi. C'est pas le but, c'est ce qu'on vit tous les jours le long de ce chemin, quoi. Et moi, c'est important de pouvoir apporter mon aide lorsque je peux, lorsque c'est dans mes capacités, que ça soit un réconfort moral ou pouvoir délester quelqu'un de son sac parce que il est trop lourd pendant un certain temps. Ou voilà, c'est important de vivre ce chemin de cette façon pour moi.
Alors pour terminer, je voudrais m'adresser aux personnes qui me suivaient sur le groupe du GR70, sur le chemin de Stevenson, en leur demandant de bien vouloir, s'ils le veulent, copier le lien de ma chaîne et le coller sous un post sur le groupe du GR70, parce que je n'ai plus du tout accès à ce groupe. Les raisons, je ne vais pas m'étendre dessus. Si vous pouviez coller ce lien sous un post, parce que je sais que j'étais suivi sur ce groupe, et chaque jour, voilà, j'avais des gens qui suivaient nos aventures quotidiennes, de nombreuses personnes, et du jour au lendemain, je n'ai plus accès à ce groupe. Donc merci de coller le lien de ma chaîne sous une publication dans un commentaire, voilà, et ce serait sympa de votre part, parce que il y a des gens qui n'ont certainement pas compris pourquoi d'un seul coup, à partir de l'étape 7, où il n'y avait plus de publication de ma part. Merci d'avance. Voilà la dernière vidéo du chapitre Stevenson. Donc comme vous le savez, je vais repartir début juin sur le chemin de Compostelle, la voie de Tours, Tours-Saint-Jean-Pied-de-Port, pour 750 km. Et alors je ne sais pas encore sous quelle forme je vais faire mes vidéos, mes photos là, comment, parce que ça me prend énormément de temps quand même en fin d'étape, tous les jours. Ça me prend 1h30, 2 heures de boulot. Je ne sais encore pas comment je vais faire. Alors, je sais même pas encore si je vais peut-être arrêter de les publier sur Facebook comme je l'avais déjà dit il y a quelque temps. Donc ceux qui veulent me suivre, continuez à me suivre. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne quand même, parce que si je mets plus sur Facebook, ça concerne mes amis Facebook bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Ça va vite, hein, en 2 clics c'est fait. Et puis, ben voilà, lorsque vous serez sur ma chaîne, ben vous serez averti de mes publications et que vous pourrez me suivre au quotidien en mettant un petit pouce de temps en temps. Ça coûte pas cher, un petit pouce. Je vois que vous me suivez, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi sur mes publications vous avez du mal à mettre un pouce. Au moins je vois qui me suit. Alors comme pour la grande traversée du Jura, juste le dernier point, je me pèse toujours avant de partir, là je me pèse au retour pour voir un petit peu. Eh bien j'ai perdu 3,8 kg en 10 jours. Voilà, sur ce chemin de Stevenson, c'est lié bien sûr à la nourriture, hein, on mange vraiment, c'est frugal, c'est une fois de temps en temps au restaurant, mais vu les calories qu'on dépense chaque jour, on dépense plus de calories qu'on en prend. Donc forcément, on perd du poids. Et moi aussi, je me tire quand même pas mal dessus dans les bosses. Et effectivement, ben, quand on se tire dessus, on tape un peu plus dans le gras. Et puis c'est bénéfique. Mais bon, je vais reprendre un petit peu, là, me remplumer un petit peu, reconditionner le bonhomme et le sac, et puis repartir pour de nouvelles aventures. Voilà. Alors si vous voulez vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude, Rando Roberto, vous le savez. Allez, ciao, bye.